Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la structure des entités et comment cette structure des entités peut expliquer les phénomènes de cohésion et de solubilité. Donc, on a vu déjà précédemment ce que c'était la structure d'une molécule, quelle pouvait être sa géométrie. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer la cohésion, c'est-à-dire comment ils restent accrochés, au sein des solides ioniques et moléculaires. Pour cela, regardons le premier document où on a des structures cristallographiques, c'est-à-dire des cristaux des solides, et des températures de changement d'état de quelques espèces chimiques à la pression de 1 bar. La première, c'est le dichlore. Vous voyez que sa température de fusion, c'est-à-dire le passage du solide au liquide, c'est de moins 101 degrés Celsius, sa température d'ébullition de moins 34 degrés Celsius. Le chlorure de césium, température de fusion 646, température d'ébullition 1290 degrés Celsius. L'eau, que nous connaissons bien, température de fusion 0 degré, température d'ébullition 100 degrés. Le chlorure de sodium, c'est du sel, tout simplement du sel de table, NaCl, température de fusion 801 degrés, température d'ébullition 1413 degrés. Donc là, en premier, on vous demande, en analysant les températures de changement d'état, de proposer un classement de ces espèces chimiques en deux catégories. Donc, vous avez dû voir qu'on peut classer les espèces chimiques selon soit s'ils ont une faible température de changement d'état, soit une forte température de changement d'état. On peut donc compléter le tableau de la manière suivante. On voit à ce moment-là que dans les corps qui ont une faible température de changement d'état, on peut citer le dichlore et également l'eau. Ceux qui ont une forte température de changement d'état vont être le chlorure de césium, indiquer parmi ces espèces chimiques celles qui sont ioniques et celles qui sont moléculaires. Pour cela, regardons le document numéro 1. On voit que le dichlore Cl2 est constitué de molécules, le chlorure de césium est constitué d'ions Cl- et Cs+, l'eau de molécules, et le chlorure de sodium d'ions Na+, et Cl-. On peut donc voir que toutes les espèces qui sont à gauche du tableau sont des espèces moléculaires, celles qui sont à droite sont des espèces ioniques. C'est ce que l'on note. On peut donc voir que les espèces chimiques moléculaires ont des températures de changement d'état bien plus faibles que les espèces chimiques ioniques. Intéressons-nous un peu plus maintenant aux solides ioniques. Un solide ionique est un empilement régulier d'anions et de cations dans l'espace. Il est électriquement neutre, ce qui signifie qu'il va avoir autant de charges positives que de charges négatives. Pour savoir comment donner le nom d'un solide ionique, il faut connaître le nom de l'anion qui le constitue et le nom du cation qui le constitue également. Donc pour donner son nom, quand on l'écrit, son nom, on va mettre en premier le nom de l'anion, ensuite on va mettre le petit mot de, et ensuite on mettra le nom du cation. Par exemple, chlorure de sodium. Chlorure est le nom de l'anion, sodium est le nom du cation qui constitue le chlorure de sodium. Par contre, pour la formule chimique du solide, là on commence par la formule du cation suivie de la formule de l'anion, sans les charges et avec des coefficients qui indiquent combien il y a d'anions et combien il y a de cations. On voit donc bien que l'ordre est inversé entre le nom et la formule chimique du solide. Dans le nom, on commence par l'anion, dans la formule chimique, on commence par le cation. Donc, dans l'exemple ci-dessous, le nom s'appelle le chlorure de sodium.
chlorure de sodium, chlorure qui correspond à l'anion, chlorure se trouve donc en deuxième position au niveau de la formule chimique. Sodium, qui correspond au cation, se trouve donc en première position de la formule chimique. Donc attention, on regarde ce qui se passe ici. La proportion entre le nombre de cations et le nombre d'anions dépend de leur charge. Ils ne vont pas toujours être en nombre égal. Le solide doit être électriquement neutre, donc il n'y a pas de charge électrique, même s'il est constitué d'ions. Mais justement, comme il est électriquement neutre, il doit y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Alors, regardons le premier exemple. Premier exemple, l'hydroxyde de cuivre 2. Donc, ça veut dire que le cation se trouve en deuxième position dans le nom, c'est cuivre 2. Nous savons que cuivre 2, c'est Cu. L'ion cuivre 2, c'est Cu2+. L'ion hydroxyde, donc Cu2+. L'ion hydroxyde, c'est HO-. On voit bien que les charges ne sont pas identiques. J'ai 2+ d'un côté, j'ai 1- de l'autre côté. Pour équilibrer les charges, il va falloir donc associer un ion Cu2+ avec 2 ions hydroxyde. La formule va donc s'écrire sous la forme Cu, on commence par le cation. Ensuite, HO, on met la formule de l'anion. Et il y en a 2, donc on met un 2 à côté. Ici, on utilise des parenthèses, puisque le 2 multiplie l'ensemble O et H, puisqu'il y a 2 éléments dans notre ion. S'il s'agissait d'un ion monoatomique, on n'aurait pas mis de parenthèse. Mettez maintenant la vidéo en pause et essayez de faire les formules chimiques correspondant aux espèces suivantes. Le nitrate d'aluminium est donc constitué d'ion nitrate. Ion nitrate, formule NO3-, et d'ion aluminium, formule Al3+. On va donc associer un ion aluminium avec 3 ions nitrate. On va donc écrire la formule du nitrate d'aluminium, Al, NO3, 3 fois. Chlorure de cuivre, chlorure Cl-, cuivre Cu2+. Le solide aura donc la formule Cu, Cl2 pour pouvoir être neutre. De même, le nitrate d'argent aura pour formule Ag, NO3. Pas besoin de rajouter de charge puisque Ag donne Ag+, et NO3 donne NO3-, donc pas besoin de rajouter de coefficient. Sulfate de barium, BaSO4. Carbonate d'ammonium, NH4, 2CO3, puisque l'ion carbonate a la formule CO3 2-, et l'ion ammonium, la formule NH4+, il en faut donc 2. Carbonate de calcium, CaCO3. Sulfate d'ammonium, NH4, 2SO4. Et pour finir, phosphate d'argent, Ag3, PO4, puisque PO4, 3- et Ag+. Comme sur le schéma du chlorure de sodium qui se trouve ici, on voit très bien que dans un cristal ionique, chaque ion va s'entourer d'ions de charge opposée. Cela est lié tout simplement à l'interaction électrostatique, interaction de Coulomb que nous avons déjà vue, qui existe entre ces ions de charge contraire. C'est ça qui va assurer la cohésion ionique. C'est ce que l'on note maintenant.
vous demande donc de rappeler la loi permettant de calculer la valeur de la force associée à cette interaction en me donnant la signification de chaque terme ainsi que les unités pour les deux charges de signe contraire et de schématiser cette interaction. Mettez la vidéo en pause, le temps d'écrire votre réponse, puis ensuite regardez la correction. La force attendue est F de A sur B qui est égale à F de B sur A. On cherche la valeur de cette force, donc pas la peine de mettre de vecteur. Elle va être égale à K multiplié par la valeur absolue QA fois la valeur absolue de QB divisé par la distance entre les deux au carré. Les charges QA et QB sont en coulombs. La distance s'exprime en mètres. La force s'exprime en newton. On peut schématiser cette force. Ici, on va avoir donc un objet A qui se trouve ici, un objet B qui va se trouver ici. Si ce sont des charges, ce sont des ions de signe opposé. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des forces qui vont être des forces attractives. On va donc dessiner ici la force exercée par B sur A et avec la même direction, la même valeur mais un sens opposé, on va dessiner la force exercée par A sur B. F de A sur B. On a toujours des forces attractives, c'est ce qui est responsable de la cohésion. Intéressons-nous maintenant aux solides moléculaires. Bien évidemment, comme son nom peut le laisser deviner, un solide moléculaire est un solide constitué uniquement de molécules. Par définition, une molécule est un ensemble neutre qui ne porte pas de charge électrique. À ce moment-là, la force électrostatique ne peut pas s'exercer entre deux molécules, puisqu'elle s'exerce que quand il y a des charges. On peut donc penser qu'il y a un autre type d'interaction qui va assurer la cohésion de ce type de solide. Ces interactions qui vont assurer la cohésion sont appelées interactions de Van der Waals. Elles sont toujours présentes. Ce sont des interactions entre dipôles électriques. Ce sont donc des interactions électrostatiques attractives. Attention à ne pas confondre avec la force de Coulomb. La force de Coulomb s'exerçait entre deux ions de charge opposée. Cette interaction de Van der Waals va s'exercer entre deux molécules. Cette interaction va être d'autant plus intense que la molécule est polaire et que les molécules sont proches. C'est elles qui vont assurer la cohésion des solides, mais également des liquides. Notons la définition des interactions de Van der Waals avant de les regarder d'un peu plus près. Nous avons dit qu'elles sont d'autant plus intenses que les liaisons internes aux molécules sont polarisées et que les molécules qui interagissent sont proches. Ces interactions assurent donc la cohésion des solides, mais aussi des liquides. Observons maintenant deux types de molécules. Donc, une molécule polaire, c'est la molécule de chlorure d'hydrogène qui se trouve là, et la molécule de diode qui se trouve ici. La molécule de chlorure d'hydrogène porte le nom de chlorure d'hydrogène parce qu'elle est formée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore.
Ces deux atomes ont des électronégativités différentes. Le chlore, on a vu qu'il est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Ce qui signifie que le chlore va porter une charge partielle delta-, alors que l'hydrogène porte une charge partielle delta+, ce qui correspond bien à ce qui est noté sur ce schéma-là. Les molécules vont donc toutes avoir un pôle plus et un pôle moins. Elles vont donc s'orienter de manière à présenter à chaque fois un pôle plus en face d'un pôle moins et un pôle moins en face d'un pôle plus, ce qui va bien créer une interaction entre ces deux pôles, interaction qui va être à l'origine de la cohésion des solides. Dans le cas des molécules apolaires, comme le diode c'est I2, donc I lié à un autre atome de I. Il n'y a pas de différence d'électronégativité puisque les deux atomes sont identiques. Mais par contre, les électrons ne sont pas immobiles. Donc les électrons vont se déplacer sur cet ensemble dans un mouvement qui est désordonné. Et à ce moment-là, on va voir apparaître pendant des petits instants des petites charges partielles qui vont être uniquement liées à ces mouvements d'électrons. Comme représenté sur le schéma qui se trouve ici, à cet endroit-là, on a plus d'électrons qu'à celui-là. On peut donc voir qu'il va se créer sur cet atome de diode une charge partielle négative et ici une charge partielle positive. À ce moment-là, les molécules vont donc s'orienter pour avoir un pôle plus à côté d'un pôle moins. Bien évidemment, ce sont des mouvements désordonnés des électrons qui vont changer en permanence. Donc, à l'instant d'après, on peut très bien avoir la configuration inverse. Ici, une charge partielle positive, ici, une charge partielle négative. Et forcément, sur la molécule d'à côté, c'est le contraire. Charge partielle positive et négative. Il y a quand même toujours un plus à côté d'un moins, ce qui permet de maintenir la cohésion grâce aux interactions de Van der Waals. Ces interactions de Van der Waals vont toujours être présentes dans tous les solides moléculaires, que ce soit des molécules polaires ou que ce soit des molécules apolaires. Pour certaines molécules, un autre type d'interaction va intervenir, une interaction tellement forte qu'elle porte d'ailleurs le nom de liaison. Elle porte le nom de liaison hydrogène. C'est une interaction qui va s'établir entre un atome d'hydrogène qui est lié à un atome très électronégatif et un autre atome très électronégatif et porteur de doublés d'électrons non liants. Écrivons-le. Une liaison hydrogène est une interaction attractive établie entre un atome d'hydrogène lié à un atome A très électronégatif et un atome B très électronégatif et porteur de doublés d'électrons non liants. Ce que l'on peut schématiser de la manière suivante. Un atome d'hydrogène, il est ici, lié à un atome A très électronégatif. Si A est très électronégatif, il porte une charge delta- et H va donc porter une charge delta+. La liaison hydrogène va s'établir avec un autre atome, B, qui est engagé dans d'autres liaisons, qui va porter un doublet non liant que l'on représente comme ceci. Il va donc s'établir une liaison hydrogène qu'on représente en pointillé entre l'atome d'hydrogène et l'atome B. En utilisant ce schéma, je vous demande de représenter les liaisons hydrogènes pour l'ammoniac NH3 et pour l'eau, c'est-à-dire entre deux molécules d'ammoniac et entre deux molécules d'eau, bien évidemment. Mettez la vidéo en pause, le temps d'écrire votre réponse et ensuite regardez la correction. La molécule d'eau est une molécule coudée, un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène ici et un atome d'hydrogène à ce niveau-là. L'oxygène porte deux doublés non liants
il porte une charge delta- et le H une charge delta+, puisque l'on va avoir une différence d'électronégativité importante. Les conditions sont donc requises pour qu'il y ait formation d'une liaison d'hydrogène. L'hydrogène va donc se positionner et former une liaison hydrogène avec une autre molécule d'eau qui va s'orienter comme ceci, de manière à ce que l'atome d'oxygène qui porte les doublés non liants établisse une liaison hydrogène avec l'atome d'hydrogène. De même pour l'ammoniac. L'ammoniac est constitué d'un atome d'azote, N, qui est lié à 3 atomes d'hydrogène. L'atome d'ammoniac porte un doublet non liant. Il est très électronégatif. Donc cet atome d'ammoniac va pouvoir établir une liaison hydrogène avec un hydrogène porté par une autre molécule d'ammoniac. Cette liaison hydrogène se schématise de la manière suivante. Et on n'oublie pas le doublet non liant sur l'atome d'azote qui porte ici la charge delta- et l'hydrogène la charge delta+.